Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal de 20h sur la télévision togolaise. Voici les titres. Retour dans cette édition sur le séjour du chef de l'État en terre kenyane. 3 jours de visite d'État qui ont permis au président Faure Gnassingbé et Uhuru Kenyatta d'ouvrir une nouvelle ère des relations entre Lomé et Nairobi. Pour le dernier rendez-vous de l'année avec les entrepreneurs, les responsables de l'ANPGF leur ont fait découvrir un concept que beaucoup ne maîtrisent pas encore. Il s'agit du management. C'était lors du mercredi de l'entrepreneur. Mercredi d'apprentissage pour les entrepreneurs aguerris et jeudi plutôt pour les futurs ou tout jeunes entrepreneurs. Et pour le jeudi Jose de cette fin d'année, c'est la jeunesse de Kara qui a découvert les secrets de l'entrepreneuriat grâce au Fayège. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, a effectué une visite d'État au Kenya en début de semaine. Séjour qui inaugure une nouvelle ère de coopération entre le Togo et le Kenya sur les plans économiques et sécuritaires. Le chef de l'État était l'invité d'honneur du 53e anniversaire de l'indépendance du Kenya. Retour sur ce séjour avec Aimé Abali. Faure Gnassingbé, invité d'honneur du 53e anniversaire de l'indépendance du Kenya. Cette invitation du président kenyan à son frère et ami du Togo illustre l'état fructueux du rapprochement entre Lomé et Nairobi. Pour l'occasion, le peuple kenyan s'est massivement mobilisé au stade Nyoyo, bien paré aux couleurs nationales. Un décor agrémenté par la richesse du folklore local, danse Maasai, Swahili, Turkana et bien d'autres. Et ceci n'est qu'un avant-goût à l'imposant défilé militaire qui s'en suivra. Une véritable apothéose. Les forces armées kenyanes, dans toutes leurs composantes, terrestres, navales et aériennes, ont exprimé à travers leur démarche guerrière leur attachement à leur pays, ainsi que leur détermination à le protéger en tout temps. Ce 53e anniversaire, c'est aussi tout un parcours. De la cession à l'indépendance le 12 décembre 1963 à nos jours, et du premier gouverneur Malcolm McDonald et son premier ministre Jomo Kenyatta à Uhuru Kenyatta, 4e président aujourd'hui, le Kenya est arrivé à s'affirmer comme un pays assez stable en Afrique de l'Est, une plateforme routière, maritime, aéroportuaire et financière. La fête nationale du Kenya, c'est aussi l'occasion d'honorer les valeureux citoyens qui se dévouent chaque jour à la cause de leur pays. Ils ont été décorés. À la fin de la cérémonie, Uhuru Kenyatta a esquissé quelques pas de danse avec la communauté Maasai, le signe de la communion parfaite entre le peuple et son président. L'autre temps fort de ce séjour du chef de l'État au Kenya est sa visite dans la compagnie de téléphonie du pays Safaricom, une structure de référence dans cette région de l'Afrique qui a suscité l'intérêt du président Faure Gnassingbé engagé dans un processus de modernisation de la communication et de la télécommunication au Togo. Nous retrouvons Aimé Abali.
La visite effectuée par le président Faure au Kenya vient à point nommé. Le Togo, qui aspire à devenir un hub économique en Afrique de l'Ouest, ambitionne d'entretenir des partenariats forts pour assurer son cheminement vers l'émergence économique. Et pour y parvenir, le développement des nouvelles technologies s'avère incontournable. Le président Faure Gnassingbé est ici en visite à Safaricom, une compagnie de téléphonie de référence au Kenya. Toute la délégation togolaise a été édifiée par les explications des promoteurs de la société concernant son fonctionnement. Les perspectives de croissance du PIB global du Kenya sont de 6% pour 2016 et 6,4% pour 2017. Cette performance se fonde sur le renforcement de la production agricole, la stabilité de l'environnement économique et du shilling kenyan, le tourisme. Le pays est l'un des pionniers de la banque mobile et de l'utilisation de l'énergie solaire. Autant de projets ambitieux qui sont similaires à la politique de développement engagée au Togo par le président Faure Gnassingbé, très honoré de l'accueil qui lui a été réservé à Nairobi. Thank you very much for this invitation that was extended to me when you came to Lomé. Merci pour cette invitation qui m'a été adressée lors de votre séjour à Lomé pour le sommet sur la sécurité maritime. J'ai été impressionné par la ferveur avec laquelle vous avez célébré les héros de votre indépendance, qui sont aussi des héros pour toute l'Afrique. Il faudrait que les leaders africains du moment se retrouvent le plus souvent pour pérenniser les œuvres des pères de l'indépendance et réfléchir sur les questions touchant à la vie de nos populations, comme le terrorisme. Je sais que le Kenya est confronté à ce problème. Nous vous soutenons dans cette lutte. J'exprime également mon admiration pour la consistance et la diversification de votre économie. C'est une riche expérience dont le Togo va s'inspirer. Encore une fois, merci. J'espère pouvoir revenir d'ici peu ici. So once again, have a great time here in Kenya. I thank you, Mr. President, and I will come back. Thanks a lot. Cette marque d'estime et de confiance mutuelle a été également saluée par le président Uhuru Kenyatta, pour qui le Togo devient un partenaire privilégié du Kenya sur le plan politique, social, économique et culturel. C'est même consigné par écrit. Désormais, Lomé et Nairobi ne font qu'un. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de cette visite d'État de 3 jours du président de la République en terre kenyane. Les 16e assises africaines de haute juridiction francophone ont pris fin à Lomé ce mercredi. 3 jours qui ont permis aux magistrats et experts venus des pays africains de l'espace francophone de s'interroger sur le système de fonctionnement des juridictions administratives, évaluer les forces et faiblesses et dégager des pistes de solutions pour professionnaliser le système. Le contentieux administratif, il en a été justement question durant ces assises. Il désigne toute forme de litige pouvant surgir entre les particuliers et les entreprises d'une part et l'administration d'autre part. Lorsque surviennent ces litiges, à quelle institution a-t-on recours et qui le fait? La gestion du contentieux administratif est le dossier de cette édition. Il est signé Augustin Kossi. Très souvent, des litiges naissent entre l'administration et les administrés, mais beaucoup ignorent la possibilité de faire recours aux juridictions compétentes, notamment la Cour suprême, les chambres judiciaires et administratives. Si la saisine de cette justice administrative est toute simple, le rôle qu'elle joue est important dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Elle ne se substitue ni à la justice judiciaire, ni ne s'autosaisit. Qui peut alors la saisir et quand? Il s'agit des litiges qui opposent les administrations, la puissance publique, l'État et ces démembrements, les litiges qui les opposent à l'administré ou aux citoyens lambda. Il y a un juge spécialisé pour connaître de ce litige, c'est le juge administratif. Tous ceux qui estiment que la décision de l'administration leur a porté préjudice peuvent saisir le juge administratif. Mais on ne saisit pas le juge administratif n'importe comment. On saisit le juge administratif en application des règles de procédure. Il suffit d'introduire une requête auprès de la juridiction administrative compétente. La requête, une fois déposée, elle est notifiée à l'adversaire. Si c'est l'administré qui dépose la requête,
la Chambre prend soin de notifier cette requête à l'administration qui a un délai pour répondre. L'excès de pouvoir, le plein contentieux et le contentieux d'interprétation relèvent du domaine de la justice administrative. Dans tous les cas, le manque de formation adéquate et la spécialisation des acteurs judiciaires, la peur et surtout le manque d'audace des administrés font entorse au processus. Au Togo, par exemple, 7 arrêts ont été rendus selon le bulletin des arrêts de la Cour suprême en 2015. Et le constat, c'est que nous n'avons pas de juges formés spécialement pour s'occuper des affaires de l'ordre administratif. Presque tous les magistrats aujourd'hui sont des magistrats qui ont été formés pour l'ordre judiciaire. Voilà l'un des problèmes. Et l'autre constat, c'est que nous avons une chambre au niveau de la Cour suprême. Cette chambre, elle fonctionne. Nous sommes saisis des recours pour excès de pouvoir et à ce niveau, des décisions sont rendues. Et l'autre préoccupation, c'est d'amener les acteurs de cette justice, à savoir l'administration et les administrés, à connaître leurs droits et devoirs. Des efforts doivent être faits pour que cette justice aussi soit opérationnelle, pour que l'état de droit en construction s'enracine dans nos sociétés, que la démocratie se renforce dans nos sociétés. Et si les juridictions administratives contribuent à la promotion de l'état de droit et au développement économique des États, la formation, la sensibilisation et la culture du recours au droit restent la clé de voûte d'une justice qui protège à la fois l'administration et les administrés. Je vous annonce également en titre la tenue du 11e et dernier mercredi de l'entrepreneur de l'année 2016. Ce jour, pour ce dernier rendez-vous, la NPGF a entretenu les entrepreneurs, chefs d'entreprise et opérateurs économiques sur le management ou comment gérer et déléguer en entreprise. Alors, comment le fait-on? Petit cours d'entrepreneuriat avec Lili Koussao et Carmen Madji à 4. Toute entreprise, pour être prospère, doit être bien gérée, d'où la nécessité de disposer des meilleures méthodes managériales. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, veut amener les opérateurs économiques, chefs d'entreprise et porteurs de projets togolais à mieux maîtriser le management et l'art de gérer et de déléguer en entreprise. On s'est rendu compte donc en analysant les besoins qu'il y a un vrai déficit en termes de management et aussi la capacité de prendre en charge leur équipe pour arriver à des résultats probants que nous attendons quand nous leur octroyons des financements. Donc il était vraiment indiqué de prendre un thème comme celui-ci, management, comment gérer et déléguer en entreprise pour leur permettre vraiment d'atteindre les résultats qui leur sont demandés et aussi de promouvoir la croissance de ces entreprises-là. Le manager délègue quotidiennement, mais ne le fait pas forcément bien. Selon les experts, il faut utiliser des stratégies adaptées à tout type d'entreprise et savoir planifier et mobiliser ses collaborateurs. Il s'agit d'abord de concevoir le projet ou de concevoir ce qui est à faire. Ensuite, il s'agit de pouvoir planifier comment on va atteindre les objectifs qui ont été définis. Et après avoir planifié ces objectifs, il s'agit de motiver, d'impulser, d'amener les gens à être impliqués par rapport au travail afin d'atteindre ces objectifs. Et on ne doit jamais l'oublier, la dernière étape du management, c'est le contrôle. Il faut contrôler pour s'assurer que tout se passe bien. Le Togo mise sur le secteur privé pour accélérer son développement. Les entreprises togolaises doivent donc disposer des managers efficaces, capables d'assurer la prospérité de l'entreprise et de la rendre plus compétitive sur la scène internationale.
Une autre plateforme est mise en place pour cette fois offrir les outils d'entrepreneuriat et de réussite aux jeunes. Il s'agit du Jeudi Jose du Fayège. Et pour cette fin d'année, le concept s'est délocalisé à Kara pour le bonheur de la jeunesse de la localité. Sur place, la correspondance de Nestor Mouzo. C'est le tout premier numéro de Jeudi Jose à Kara. Cette plateforme d'information, de formation et de partage d'expériences des jeunes entrepreneurs ou non a été délocalisée pour la première fois afin de permettre aux jeunes de la partie septentrionale du pays de pouvoir en tirer aussi profit. La rencontre a été animée par les responsables du Fayège, fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. La plateforme Jeudi Jose est une plateforme nationale et donc la jeunesse de la partie septentrionale du pays a besoin aussi de se retrouver, de se rencontrer, de poser des questions et de partager des expériences dans le domaine entrepreneurial. Donc il y aura toujours dans la partie septentrionale un jour Jeudi Jose dans le mois. Que l'on soit instruit ou pas, il est possible de créer son propre emploi pourvu que l'on soit déterminé. Pour ce premier numéro de Jeudi Jose à Kara, c'est l'expérience d'un jeune Togolais vivant aux États-Unis d'Amérique et qui n'a fait que la classe de CM2 qui a retenu l'attention. Ce jeune est le président directeur général de la société Alafia, spécialisée dans la cosmétique et présente aux États-Unis, à Lomé et à Sokodé. Un parcours qui inspire d'autres jeunes à faire comme lui. Ce qui m'a plus impacté dans tout ce qu'il a présenté, c'est son caractère d'engagement déjà social, mais d'engagement aussi entrepreneurial. C'est tous ces aspects qui m'ont plus motivé. Cela m'inspire beaucoup parce que dans ma course de jeunes entrepreneurs, parce que ça me permet aussi d'avoir une ouverture sur d'autres secteurs porteurs et de pouvoir même déjà commencer à négocier des relations de partenariat avec lui. Le préfet de la COSA n'a pas raté le premier Jeudi Jose à Kara. Le colonel Badiba Oubakari s'est réjoui du fait que cette plateforme incite les jeunes à prendre leur destin en main. Il a exprimé la gratitude de la jeunesse de Kara au gouvernement pour cette initiative. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a rencontré pour la 4e et dernière fois au titre de cette année 2016 les responsables des établissements de crédit du pays. Il était question de faire le point des performances du secteur bancaire de l'année en cours, examiner les défis à relever et faire des propositions. Voyons tout cela avec Mathias Touglo et Luc Assi. L'activité bancaire au Togo pour le compte de l'année en cours a maintenu son rythme de progression atteignant 16% pour un montant de 2 milliards de francs CFA. Et l'encours des dépôts s'établit à 1 milliard 330 millions de francs CFA, soit une hausse nette de 11,30%. Des résultats obtenus sous l'effet du dynamisme dans la collecte des dépôts et des placements. À cela s'ajoute la rentabilité du secteur qui se chiffre à 5 milliards de francs CFA et la liquidité qui s'établit à 82% pour une norme de 115% minimum. Des résultats présentés à cette 4e et dernière réunion annuelle de la BCEAO avec les établissements de crédit au titre de l'année 2016. Le secteur bancaire se porte relativement bien en termes d'intermédiation bancaire. Nous avons noté que le secteur continue de mobiliser beaucoup de ressources. Les dépôts sont en hausse, de même que les crédits qui sont accordés aux clients ont progressé. Mais ce que nous avons noté, c'est que le coût de la ressource demeure élevé au Togo pour les banques. Les taux débiteurs qui s'élèvent à 8% au Togo contre 7,2% au plan communautaire et la dégradation du portefeuille continue de constituer un sujet de préoccupation des acteurs du secteur, même si cette dernière connaît un léger repli de 20,2% à 19,9%. La Banque centrale mène un ensemble de réformes en vue de rendre le système bancaire plus performant, plus solide et surtout plus résilient. Donc il s'agissait de passer ces réformes en vue pour savoir, pour ce qui est des réformes déjà entamées, où en sont les banques pour ce qui est de leur mise en œuvre, et pour des réformes à venir, comment les banques se préparent à mettre en œuvre ce qui est prévu. La diminution du taux débiteur doit être effective pour permettre au Togo de gagner des points pour être éligible au Doing Business. Le secteur connaît un élargissement de réseau en termes d'ouverture de 7 nouvelles banques et de 6 distributeurs automatiques de billets.
Depuis le début de cette semaine, la coopération Togo-Japon ne cesse de se renforcer, et ceci au profit des populations comme celle du canton de Zanguera qui ont désormais de l'eau potable grâce à des bornes fontaines. Et elles ont été réalisées à partir du château d'eau construit par le Japon grâce au projet d'extension du réseau de distribution et d'installation de ces fontaines mis en place par le comité villageois de développement de cette localité. Les précisions avec Dodo Hari et Robert Potonbe. Ce château d'eau est le fruit de la coopération Togo-Japon. Construit depuis 2001, il a permis la mise en place aujourd'hui des bornes fontaines dans le canton de Zanguera. Des infrastructures réalisées grâce au micro-projet mis en place par le comité villageois de développement CVD. Nous avons mis déjà sur le pied des comités de gestion au niveau de chaque borne fontaine. C'est que l'entretien est de rigueur. Il n'y a pas d'inquiétude. Le projet d'extension du réseau de distribution d'eau et d'installation des bornes fontaines a été financé par le Japon à hauteur de 44 445 160 francs CFA avec l'appui technique de l'Agence intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique. 10 bornes fontaines ont été construites et chacune alimente plus de 7000 habitants de Zanguera. On est très heureux aujourd'hui de voir la réalisation de l'adduction de l'eau ici au canton de Zanguera. Ce n'est pas la première fois qu'on a fait notre coopération pour le canton de Zanguera. La population de Zanguera est toujours très chaleureuse de maintenir le fruit de nos coopérations. La réalisation de ce projet va sensiblement réduire les maladies infectieuses liées au manque d'eau potable et épargner les corvées d'eau aux femmes et aux enfants qui parcourent de longues distances à la recherche de cette denrée. C'est la préfecture d'Agou qui a servi de cadre au lancement officiel de la tournée nationale de sensibilisation sur les risques de catastrophes naturelles. Une tournée lancée cette semaine par le ministre Fiatou Sessenou en charge du cadre de vie avec l'appui du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT. Il s'agit à travers ces sensibilisations de mieux appréhender ces aléas de la nature. Ramdan Bassina. Face au risque de catastrophe, les populations vivant dans les zones vulnérables sont les plus exposées. Il urge alors de les sensibiliser afin qu'elles s'approprient les conduites à tenir pour y faire face. Pour y parvenir, le ministère en charge du cadre de vie a mis en place 2 équipes d'experts réparties dans les zones méridionales et septentrionales du pays. Cette tournée, c'est justement pour faire en sorte que nos populations arrêtent de construire dans les zones inondables, arrête d'occuper les zones sujettes donc à des catastrophes pour que nos populations connaissent mieux nos outils de planification et arrêtent de s'installer dans les zones non constructibles. En lançant officiellement la tournée nationale ici à Agou, le ministre Fiatou Sessenou, chargé du cadre de vie, s'est félicité de la mise en place du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT. Un mécanisme qui permet aux populations de mieux cerner les changements climatiques. Notre monde aujourd'hui vit une situation climatique non maîtrisable. Et cela a des impacts sur les établissements humains. Et donc, le ministère a entrepris l'élaboration de schémas directeurs. Cette mission a pour objet de dégager le lien qui existe entre le changement climatique et les établissements humains et amener les populations à observer les règles d'urbanisme que nous avons commencé à fixer et à établir dans les villes. Ce lot de documents cadres de sensibilisation remis aux établissements permettra aussi de renforcer la résilience des populations face aux risques de catastrophes. Les manifestations marquant la 68e journée internationale des droits de l'homme se poursuivent cette semaine. Ce sont les étudiants de l'université de Lomé qui étaient appelés à tabler sur la situation des droits humains face aux multiples crises qui secouent la planète. Ils ont échangé sur le thème de Bujumbura à Alep. Que reste-t-il de la responsabilité de protéger? Patrice Bocan. À l'Institut Confucius du campus de l'université de Lomé, professeurs de droit public, juristes, diplomates, acteurs de la société civile et étudiants étaient présents à cette table ronde. Un rendez-vous du donner et du recevoir autour du thème de Bujumbura à Alep,
Que reste-t-il de la responsabilité de protéger? Un thème qui renvoie à cette interrogation. En cas de conflit dans un pays, qui de l'État ou de la communauté internationale doit voler au secours des populations et comment? La mauvaise application du principe de la responsabilité de protéger en Libye a fait que cette responsabilité n'a pas pu être possible dans le cas de la Syrie. Donc aujourd'hui nous voulons convoquer ce principe et voir ce qu'on peut tirer, les faiblesses de ce principe et ce qu'on pourrait ajouter pour que le principe... C'est un principe noble en réalité, c'est un principe noble, mais comment concevoir le principe, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur de ce principe pour que réellement les États soient contraints de protéger leur population. L'UE, avec son appui aux efforts du gouvernement en matière des droits de l'homme, veut consolider les acquis sur le terrain. Le respect des droits de l'homme au Togo ou en Europe, ce n'est pas une image fixe. C'est une image qui évolue avec le temps et qu'en partenariat, nous pouvons tous continuer à travailler ensemble. Et je pense que les partenariats entre le Togo et l'Union européenne est en très bonne santé dans ce sens. Et je dois dire que nous travaillons étroitement et en pleine concertation et fraternité. Plusieurs panels, suivis de débats et contributions ont permis d'éclaircir l'assistance sur cette thématique qui demeure jusque-là complexe. Des jeunes promoteurs des droits humains, mais aussi de la réconciliation et de la citoyenneté. C'est l'objectif visé par Amnesty International Togo en lançant un tout nouveau projet avec la jeunesse comme cible. Sylvain Abdou. Les écoles, les centres de formation et d'apprentissage que fréquentent la plupart des jeunes constituent la cible importante pour Amnesty International qui envisage promouvoir l'éducation à la citoyenneté et aux droits humains à travers son projet Jeunes acteurs de la réconciliation. Ce projet, officiellement lancé, ambitionne d'outiller les jeunes, futurs éducateurs et défenseurs des droits humains sur les questions relatives aux valeurs civiques et démocratiques pour une véritable culture de paix et de réconciliation au Togo. Ce projet est très important pour permettre à la jeunesse togolaise, à la relève, d'avoir un ancrage dans la culture des droits de l'homme, dans la culture de la tolérance, dans la culture de la solidarité. Et c'est pour ça effectivement que nous avons connecté à la fois et l'éducation aux droits humains et l'éducation civique. On a commencé à former les enseignants déjà, parce qu'il faut que les enseignants soient bien formés pour eux-mêmes pouvoir former les autres. Cet engagement de Amnesty International répond à la politique du gouvernement togolais qui compte intégrer dans les curricula les programmes d'éducation citoyenne. Le projet devra à terme accroître la connaissance et la compréhension des élèves, jeunes apprentis et enseignants sur le modèle de citoyenneté en vue d'endiguer le déficit d'incivisme dans leurs milieux respectifs. La Banque Atlantique a déjà commencé les fêtes de fin d'année. Elle vient de lancer un tout nouveau produit pour le bonheur de ses clients. À la découverte de ce produit avec Carmen Madji Akapo. La Banque Atlantique offre une nouvelle opportunité à ses clients. Un service de transfert d'argent via le guichet automatique. Tout porteur de carte de débit ou épargne Banque Atlantique peut désormais envoyer de l'argent à ses proches, faire des virements compte à compte et bien d'autres opérations en toute rapidité et simplicité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au guichet automatique de la Banque Atlantique. Ce service permet ainsi à un détenteur d'une carte Banque Atlantique de se rendre au distributeur et effectuer un transfert d'argent d'un montant compris entre 5 000 et 300 000 francs à un bénéficiaire qui se trouve dans la zone UEMOA, dans n'importe quelle ville où se trouve une agence Banque Atlantique. Et le processus est très simple. Ce bénéficiaire n'a pas besoin d'avoir un compte à la Banque Atlantique, se rend au guichet uniquement avec les codes que son donneur d'ordre lui transfère par SMS ou par téléphone, et il utilise cela pour accéder au service sans carte du distributeur et retire le montant qui lui est envoyé. Le service de transfert d'argent via le guichet automatique de banque est disponible uniquement dans les banques atlantiques des 8 pays membres de l'UEMOA et du Cameroun.
La Banque Atlantique est aujourd'hui portée vers des innovations numériques. Le nouveau service ou meilleur service sur la plateforme monétique, c'est le fait que désormais nous avons réduit le délai de disponibilité de nos cartes. Lorsqu'un client passe au guichet de la banque et commande une carte, le délai est considérablement réduit. Nous parlons désormais de l'ordre d'une semaine, alors qu'on était à 3 semaines de par le passé. Pour ce qui est des chargements des cartes internationales, les clients mettent aujourd'hui 24 à 48 heures pour que la carte soit chargée. Nous nous apprêtons dès janvier à faire en sorte que le chargement soit instantané. La Banque Atlantique est une filiale de la Banque Centrale Populaire du Maroc depuis 2012. Elle est gérée dans la zone UEMOA par le groupe Atlantic Business International ABI, basé en Côte d'Ivoire. Classé 3e groupe bancaire dans l'UEMOA pour la performance de ses services, la Banque Atlantique offre à ses clients de nombreux services innovants. Ce communiqué à présent pour poursuivre cette édition. Dans le cadre de la 3e édition des journées portes ouvertes de la presse, le Conseil national des patrons de presse, CONAP, et les organisations professionnelles partenaires invitent l'ensemble des professionnels, des médias, du public comme du privé, ainsi que toute la population à une campagne de don de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine. Cette campagne de don de sang qui sera couplée à d'une série de dépistages gratuits, diabète, hypertension et autres, se déroulera le vendredi 16 décembre à partir de 6h à la Blue Zone de Kakaveli. Venez nombreux selon le communiqué et à jeun, car donner son sang, c'est sauver une vie. L'ONG Action d'aide et d'appui pour la réhabilitation des drogués a organisé le week-end un concert de chants et louanges au Palais des Congrès de Lomé au profit des enfants orphelins. Il s'agissait d'égayer ces enfants et de recueillir des fonds pour subvenir aux besoins de ces enfants abandonnés dans les rues par des parents drogués. Le compte rendu, les temps forts de ce concert avec Dodo Hari et Christine Péchekialodé. Chant choral et louange à Dieu, c'est la manifestation de l'amour et de la solidarité des églises envers les enfants orphelins. Ce sont particulièrement des enfants de rue recueillis par l'ONG Action d'aide et d'appui pour la réhabilitation des drogués à Cardes. Ce concert entend non seulement donner le sourire à ces enfants, mais aussi recueillir des fonds pour offrir à l'ONG ACARD les moyens pour répondre aux attentes de ces enfants. L'école des services de santé des armées de Lomé a eu à me former pour la prise en charge des usagers de drogue. Nous avons pu toucher plus de 400 000 élèves et étudiants. Nous allons dans les établissements pour mettre sur pied des élèves qui sont des pères éducateurs. On dit souvent que vaut mieux prévenir que guérir. Pasteurs, membres d'église, choristes, artistes de la chanson, tous se sont mobilisés à travers différentes prestations. Dieu, dans sa parole, a dit que la vraie adoration, c'est de pouvoir assister les orphelins et les veuves et ceux qui sont démunis. Et je pense que c'est ce que le pasteur, ou bien l'évangéliste Épiphane est en train de faire. Donc, j'en appelle à tous les Togolais de sortir massivement, de l'aider dans le travail, dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Ces enfants n'ont pas choisi d'être orphelins. C'est les vicissitudes de la vie qui ont fait que ces enfants aujourd'hui sont des orphelins. Je crois que nous bénissons le pasteur et sa femme pour cette initiative en faveur des enfants de drogués. L'évangéliste Yao Épiphane accompagne les jeunes drogués pour leur réinsertion socio-éducative il y a plus de 20 ans. Sur 8 703 drogués, dont 2 526 filles, 229 ont rompu leur dépendance vis-à-vis de la drogue.
Et je vous annonce que cette édition sera quelque peu longue, actualité oblige. Et nous sommes ce soir avec des ministres, le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, de la formation professionnelle, professeur Palamoué Tchakpele, et son collègue de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative, monsieur Gilbert Bawara. Ils sont venus. Vous aurez constaté quelques mouvements de grève depuis quelques jours à Lomé et dans certaines localités du Togo. Et les ministres les membres du gouvernement sont donc sur ce plateau pour nous éclairer un peu plus sur ce qui se passe réellement et les dispositions prises par le gouvernement. Alors, professeur Tchakpele, je me tourne vers vous. Selon certaines associations ou ces syndicats d'enseignants qui ont lancé ces mots d'ordre de grève, le gouvernement aurait refusé d'accepter ou de répondre à certaines de leurs requêtes et négociations, d'où donc ces mouvements de grève. Alors, pourquoi le gouvernement refuse-t-il de négocier avec ces associations d'enseignants? Merci, madame. Et je voudrais, à travers vous, remercier la TVT qui nous donne l'occasion de nous exprimer en ces temps particulièrement sensibles dans le secteur de l'éducation. Alors, comme vous le savez, depuis quelques jours, des perturbations sont observées dans certains établissements scolaires du pays suite aux appels répétés à la grève lancés par certains syndicats des enseignants. Alors, que se passe-t-il concrètement? Depuis 2011, les principaux acteurs de l'éducation, en l'occurrence le gouvernement et les enseignants, ont convenu de mettre en place un cadre de discussion, à savoir le cadre permanent de concertation CPC, au sein duquel tous les problèmes qui intéressent le secteur de l'éducation sont discutés en vue de leur trouver les solutions les plus appropriées, notamment les problèmes qui intéressent les conditions des enseignants et de l'enseignement. Comme vous le devinez, le CPC est une instance de concertation qui se réunit à la demande de l'une ou de l'autre des parties. Et au jour d'aujourd'hui, son fonctionnement ne souffre d'aucune anomalie. Le 18 juillet 2016, nous avons reçu des deux syndicats de l'enseignement technique un courrier nous annonçant leur décision de quitter l'USET, une des fédérations siégeant au sein du CPC. Et nous les avons instamment exhortés à préserver l'unité avec leur fédération pour ne pas fragiliser la famille éducative et compromettre les intérêts bien compris des enseignants. Peu de temps après, de nouveaux syndicats nous ont informés de leur naissance et nous les avons exhortés simplement de se mettre en règle le plus rapidement possible, conformément aux dispositions réglementaires en matière d'associations syndicales, en vue de faciliter leur intégration au sein du CPC et faciliter du même coup le dialogue au sein de la famille éducative, conformément donc aux désirs des enseignants eux-mêmes et aux dispositions internes du CPC. Sans avoir répondu à nos exhortations respectives, les 4 syndicats nous ont plutôt écrit pour demander l'ouverture d'un dialogue avec à l'appui une plateforme revendicative dont tous les points, faut-il le remarquer, au passage, ont déjà fait l'objet de discussions au sein du CPC. Or, nous sommes absolument soucieux de l'unité de la famille éducative et de l'unité d'action au sein du CPC, et il n'est pas normal que nous acceptions d'ouvrir un dialogue en dehors du CPC, sans risquer de remettre en cause notre volonté de concertation et de dialogue auquel nous restons totalement ouverts, mais qui doivent se faire dans un cadre concerté. Les syndicats cités ont,
pensé pouvoir obtenir le dialogue en dehors du CPC en lançant des mots d'ordre de grève pour forcer et arracher un dialogue séparé. Et dans leur stratégie, ils ont posé des actions qui, de proche en proche, nous ont paru de nature à constituer une menace pour la sécurité des élèves. D'accord. Et donc, on l'a compris, monsieur le ministre de la fonction publique, le gouvernement refuse donc de négocier parce que, et pour éviter peut-être une sorte de répétition, on va dire. Non, je voudrais d'abord réaffirmer que le dialogue, la concertation, l'ouverture aux discussions avec les partenaires sociaux, qu'il s'agisse des organisations syndicales, des organisations patronales, est un credo pour le gouvernement. Tous les problèmes qui peuvent survenir dans une nation, dans la société togolaise, ne peuvent trouver des solutions adéquates qu'à travers des échanges, des discussions, et donc le dialogue et la concertation. Mais pour qu'un dialogue soit efficace et efficient et permette d'atteindre un certain nombre de résultats, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir non plus, je dirais, des dialogues improvisés, désordonnés. Donc c'est pourquoi le gouvernement a toujours exhorté les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales, à se retrouver autour d'une même table. On peut se retrouver autour d'une même table, discuter du même problème, rechercher la meilleure solution, quand bien même il pourrait y avoir des divergences ou même des désaccords entre les organisations syndicales. C'est pourquoi il n'est pas question, et il ne sera jamais question à l'avenir, pour le gouvernement, ni de multiplier et d'émietter les instances de dialogue. Cela n'est certainement pas un gage d'efficacité ou de succès. À partir du moment où un cadre permanent de concertation tel que le ministre, mon collègue l'a décrit tout à l'heure, existe et traite de tous les problèmes, de toutes les questions qui sont abordées par le groupe d'individus auquel vous faites référence existe, il nous paraît normal de privilégier cette instance de discussion. Je voudrais d'abord aussi, ensuite, préciser que nous sommes dans un état de droit. Quand on veut être une organisation syndicale, quand on veut être une fédération d'organisations syndicales, il y a un cadre réglementaire qui existe. Et à ma connaissance, parmi les 4 organisations qui sont à l'origine, qui sont les meneurs de la situation sur le terrain, au moins 2 n'ont aucune validité. Parce que les conditions de leur création et de leur existence ne sont pas établies. Et je crois savoir d'ailleurs que le gouvernement leur a adressé une correspondance en ce sens, leur indiquant de se conformer à la réglementation. Cependant, dans un souci d'ouverture et dans la volonté d'être à l'écoute des agents et des fonctionnaires de l'État, qu'ils appartiennent ou non à une organisation syndicale, nous nous sommes toujours dit quand un agent de l'État, quand un fonctionnaire exprime une préoccupation, peut apporter un élément de solution à une situation qui se produit, il faut être à son écoute. C'est ainsi que moi-même, ainsi que mes collègues chargés des enseignements primaires et secondaires et de la formation professionnelle, ont eu à rencontrer le groupe de personnes concernées pour les écouter, essentiellement pour les informer de ce que les préoccupations qu'ils expriment sont déjà prises en compte au niveau du CPC. Je voudrais d'ailleurs préciser que quand on observe, on voit bien que la plateforme de leurs revendications évolue. Dans un premier temps, il y avait un certain nombre de points auxquels ils ajoutaient les primes de rentrée de bibliothèque. Je constate qu'aujourd'hui, cette question n'y est pas, mais justement parce qu'elle est réglée au niveau du CPC. Il devrait le dire. Et donc c'est pourquoi nous voulons d'abord rappeler ces principes. La disponibilité et l'ouverture au dialogue, mais pas n'importe quel dialogue, pas un dialogue improvisé, pas avec n'importe quel interlocuteur, y compris des gens qui n'auraient aucune existence légale. Et je voudrais également profiter pour dire que la grève a un cadre légal dans notre pays. Le gouvernement n'a aucune intention de porter atteinte au droit de grève qui est consacré par la Constitution et par... et le Code du travail et le statut général de la fonction publique.
Mais les conditions de déclenchement d'une grève, les conditions d'exercice d'une grève doivent être scrupuleusement respectées. Et les effets et les conséquences d'une grève doivent pouvoir également se produire. À cet égard, il faut clairement dissocier la grève qui donne la liberté à un travailleur de ne pas être sur son lieu de travail, mais ne lui permet pas d'empêcher à son collègue d'aller travailler s'il décide aussi d'exercer sa liberté de travailler, encore moins de menacer ceux qui décident de travailler. Donc, Monsieur le ministre, c'est ce qui se passe sur le terrain maintenant avec ces mots Bien entendu, le sentiment, c'est cette confusion d'abord entre l'exercice du droit de grève qui donne cette liberté de ne pas aller au travail, mais dans le respect de la liberté des autres travailleurs de décider de travailler. Et deuxièmement, la grève ne peut pas s'exercer à travers les violences, à travers des atteintes aux emblèmes de l'État. Il nous a été rapporté des agissements, par exemple un drapeau déchiré dans une localité. Je voudrais profiter pour condamner fermement ce genre d'agissement qui ne saurait être toléré. Nous avons constaté que des enseignants dans des établissements, pour pouvoir motiver et provoquer les élèves pour sortir dans la rue, leur indiquent que les cours afférents au jour de grève sont censés avoir été dispensés. Ça aussi, je crois, le ministre le dirait mieux que moi, c'est contraire à tous les principes éthiques. Et nous, on nous a toujours appris, avant de vous apprendre à faire des phrases, on vous apprend les lettres de l'alphabet. Avant de vous apprendre à faire des calculs, à faire des multiplications, des soustractions, des divisions, on vous apprend des chiffres. Mais un enseignant qui, avant de vous avoir appris de vous évaluer les lettres de l'alphabet, avant de vous avoir appris les chiffres, vous dit qu'il va procéder à des multiplications, ça signifie qu'en termes de conscience professionnelle, il y a quelque chose qui manque. Et nous allons y revenir. Je voulais situer de manière générale ce cadre, réaffirmer notre ouverture et notre disponibilité, mais au niveau du cadre permanent de concertation et non pas avec des individus qui s'autoproclament fédération ou coordination d'organisations syndicales. D'accord. Oui, mais professeur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais vraiment confirmer ce que mon collègue, le ministre Bawara, a dit, car votre question était assez précise. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il de les recevoir? Comme l'a dit mon collègue Bawara, le jeudi 8 décembre dernier, nous les avons effectivement reçus au cabinet du ministère des enseignements primaires, secondaires de la formation professionnelle de 15h45 à 22h10. Et au cours de nos échanges, nous leur avons démontré que tous les points soulevés par eux ont été déjà débattus au sein du CPC et que pour bon nombre d'entre ces problèmes, les solutions ont été déjà trouvées. Et pour d'autres, ces solutions sont en cours de solutionnement. Alors, dans ces conditions, nous ne voyons vraiment aucune raison pour que ces syndicats, ces enseignants n'arrêtent pas leur mouvement de grève. Et qui, aujourd'hui, nous nous posons la question, que se cache-t-il réellement devant ce mouvement? D'accord. Alors, monsieur le ministre, maintenant, on l'a compris, disons que ces syndicats-là, ces membres de syndicats revendiquent un certain nombre de choses. Alors, quelle est la position du gouvernement par rapport à leurs revendications, justement? Madame, comme je le disais tantôt, la plateforme revendicative soumise par ces enseignants est vieille de 5 ans. En 2011, cette plateforme a été déjà soumise au gouvernement et au sein du CPC, la plupart de ces revendications ont trouvé solution. Je voudrais peut-être passer la parole au ministre de la fonction publique
qui, au sein du cabinet duquel la plupart de ces problèmes ont été débattus, plus que débattus, ont trouvé solution. D'accord. Monsieur le ministre, par rapport aux revendications de ces, disons, nouveaux syndicats d'enseignants, alors quelle est la position du gouvernement? Non, comme je l'ai souligné, je ne veux pas entrer dans des problèmes sémantiques. Moi, je considère que tout agent de la fonction publique, tout fonctionnaire qui exprime des préoccupations, nous avons vocation en tant que gouvernement à être à l'écoute. Cela ne signifie pas consacrer une reconnaissance implicite à un groupe de gens, surtout lorsque ces personnes ne respectent pas les conditions légales et réglementaires pour se constituer en coordination de syndicats ou en fédération. Et il est clair que les individus dont nous parlons agissent dans une bonne mesure dans l'illégalité. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas constitué valablement un syndicat, on ne peut pas, au nom d'une structure illégale, poser des actes. Et ça, nous voulons profiter pour souligner cette dimension, ce qui ne change rien à notre ouverture. Maintenant, quant à ce qui concerne les préoccupations dont ils prétendent être les porteurs, j'ai dit tout à l'heure que leur plateforme évolue. Dans un premier temps, cela incluait les primes de rentrée des bibliothèques, qui a trouvé solution justement au sein du cadre permanent de concertation, où siège la Fédération des syndicats des enseignants. Ils parlent actuellement d'indemnités de logement, de primes de salissure et de primes de veille. Je voudrais profiter pour dire que le gouvernement, il y a des problèmes aussi touchant à la question du statut particulier. Oui. En réalité, le Togo et le gouvernement en particulier a toujours considéré que l'enseignant occupe une place singulière dans la société, parce qu'en dehors de la cellule familiale, c'est à l'école qu'on forme les enfants et qu'on fait en sorte qu'ils deviennent des adultes responsables et continuent à assurer la relève. C'est pourquoi le gouvernement n'a pas attendu d'avoir un statut particulier pour prendre un certain nombre d'initiatives. À diplôme égal, par exemple, ayant la maîtrise, vous êtes recruté dans l'enseignement en catégorie A1, alors qu'avec le même diplôme, vous êtes recruté dans la fonction publique générale en A2. Je ne parle même pas d'un saut d'échelon, mais d'un saut de catégorie. Ce qui signifie que là où le fonctionnaire ordinaire doit prendre des années pour passer de A2 à A1, automatiquement au recrutement, l'enseignant est placé en A1. Ce qui consacre un statut particulier implicite. Dans la fonction publique, la charge horaire normale est de 40 heures pour les agents et les fonctionnaires de l'État. Mais pour l'enseignant, c'est entre 18 heures jusqu'à 28 heures pour les écoles primaires, parce qu'un seul enseignant occupe une classe du matin au soir et tous les jours de la semaine, alors que dans les CG et les lycées, il y a une rotation. Oui. Donc en moyenne, c'est 18 heures au niveau du secondaire et des lycées. Pourquoi cela? Parce que l'enseignant, en dehors du temps qu'il consacre à dispenser les cours, doit préparer les cours, doit évaluer les élèves, doit corriger les examens. Et donc c'est pour dire, c'est encore un autre élément très important. Alors, maintenant, avec ces avantages-là, particuliers qui sont accordés, est-ce que cela est suffisant? Non. Nous savons qu'il faut continuer à voir toutes les mesures et toutes les dispositions qui peuvent contribuer à revaloriser davantage la fonction enseignante. Est-ce qu'on le fait en agissant de la manière dont certains le font? Je ne crois pas du tout. Et donc c'est pourquoi je voulais profiter pour dire que en réalité, dans leur plateforme revendicative, il n'y a rien qui ne soit en discussion ou n'ait trouvé de solution. Je voudrais terminer en mentionnant la question des enseignants auxiliaires. Oui. À ce jour,
dans notre pays, nous dénombrons environ 11 200 enseignants auxiliaires. L'essentiel de ces 11 000, à ce jour, j'ai déjà signé les arrêtés d'intégration dans la fonction publique et le gouvernement étudie la possibilité de faire en sorte qu'à partir du 1er janvier, tous les enseignants auxiliaires dans cette situation puissent être dans la même situation de traitement que les fonctionnaires. Donc ce problème-là n'existe plus. Normalement. Parce que ce groupe d'individus ne veulent pas s'informer. Parce qu'ils veulent utiliser la désinformation pour créer le désordre et les troubles sur le terrain. Ils refusent de voir les efforts qui sont consentis. Donc nous estimons qu'il faut les poursuivre, mais en aucun cas, ils ne peuvent justifier les agissements et les actes qui sont posés sur le terrain. D'accord. Alors maintenant, monsieur, monsieur le ministre. Je voudrais rajouter qu'entre autres revendications, ces enseignants demandent l'arrêt des affectations dites punitives. Je voudrais leur dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas question, il n'a jamais d'ailleurs été question d'affectation punitive au sein du département. Vous savez, madame, un enseignant est avant tout un fonctionnaire. Et c'est parce que le métier d'enseignant est particulier que mon collègue Luis Bawara a mis le doigt sur les efforts que le gouvernement fait pour constamment améliorer la condition des enseignants. Alors, cette particularité est due à quoi? Vous voyez, regardez notre pays. C'est un pays à près de 80% rural. L'essentiel des familles vivent dans des zones rurales, dont certaines à la frontière de notre pays avec les pays voisins. Dans ces localités, il y a des hommes et des femmes, donc des petits enfants, qui sont les adultes de demain, la relève de demain. Ils sont appelés à aller à l'école. Ces enfants ont-ils droit, oui ou non, à l'éducation? S'ils ont droit à l'éducation, il faut bien qu'il y ait des enseignants. Et comme l'enseignant est un fonctionnaire, et qu'un fonctionnaire, c'est partout où besoin sera, nous, au cabinet, nous procédons à des affectations en tenant compte des besoins réels des localités et non pas dans une volonté de punir les enseignants. D'ailleurs, actuellement, au sein du CPC, nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place d'un cadre standard, un cadre définitif d'affectation des enseignants, de manière à ce que demain, qu'il ne soit plus question de dire que tel enseignant est inaffectable ou que tel enseignant sera affectable tous les ans. Donc, il n'existe vraiment pas d'affectation punitive. Voilà. Oui, monsieur le ministre. Non, vous savez, je parlais tout à l'heure de la charge horaire dans le secteur de l'enseignement. L'un de nos concitoyens qui est le meneur sur le terrain, un certain monsieur Achou, au cours des 2 dernières années, il n'a jamais eu de charge horaire hebdomadaire qui dépasse 14 heures. Une année, il a 14 heures hebdomadaires de cours et l'autre année, il a 10 heures. Ce qui signifie concentré sur 3 jours. Ce qui d'ailleurs lui laisse le loisir et le temps de suivre une autre formation à l'université. Je voudrais que celui-là qui a 10 heures de cours en semaine, à côté du fonctionnaire qui a 40 heures de cours, il faut savoir faire la part des choses. Deuxièmement, tout en étant très sensible et disponible pour poursuivre les discussions avec les fédérations des syndicats des enseignants au niveau du cadre permanent de concertation concernant tout ce qui peut permettre de revaloriser la fonction enseignante. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas faire de cette question un sujet dogmatique. Posons-nous la question concrètement, comment nous faisons, quelles mesures concrètes nous prenons pour aller dans ce sens-là, de l'amélioration et de la revalorisation de la fonction enseignante. Est-ce que cela exige nécessairement
de passer par un statut particulier, ou bien nous pouvons être beaucoup plus pragmatiques. Posons-nous ces questions. Deuxièmement, je voulais souligner quelque chose qui est important pour le gouvernement. C'est la cohésion sociale. Vous savez, si je suis enseignant dans une localité où le paysan n'a pas la capacité et l'accompagnement du gouvernement pour produire suffisamment, de telle sorte que le coût du céréal est très élevé, le coût de la nourriture, de l'alimentation est très élevé. Je suis enseignant dans une localité où il n'y a pas un centre de santé, et donc où je ne peux pas me soigner convenablement, avoir accès aux soins de santé pour moi-même et pour ma famille. Je suis dans une localité en tant qu'enseignant où il n'y a pas de point d'eau, forage, puits, ou quel que soit le système de desserte en eau potable. Je suis dans une localité qui n'est pas desservie par un petit marché, par une voie de désenclavement pour que lorsque j'ai envie d'amener les copies ou des notifications au niveau de l'inspection, je puisse le faire facilement. Mon pouvoir d'achat n'est pas le même. C'est pourquoi le gouvernement dit qu'il faut continuer à faire des efforts pour l'éducation, mais il faut faire aussi des efforts pour les autres couches et catégories de la population, qu'ils soient ou non fonctionnaires. Et donc, quand on mobilise sur 3 ans 155 milliards de francs dans le cadre du projet d'urgence de développement communautaire, vous verrez que cela va contribuer au relèvement des conditions de travail et de vie, non seulement des enseignants, mais également des autres couches et catégories de la population. Et voilà le sens de l'action du gouvernement. Voilà pourquoi nous devons et nous pouvons être attentifs aux préoccupations qui sont exprimées, notamment par la Fédération des syndicats des enseignants et par les centrales syndicales. Je voudrais profiter d'ailleurs de cette tribune pour les féliciter, les rendre hommage. Parce que j'ai trouvé et je trouve constamment auprès des centrales syndicales et auprès des fédérations des syndicats des enseignants ce sens de la responsabilité de dire il y a des problèmes, il y a des préoccupations, mais à travers la discussion, nous pouvons trouver des solutions en tenant compte des besoins des autres couches et catégories de la population. D'accord. Professeur Jacques Pelé, alors on l'a remarqué, le constat est clair, c'est-à-dire le mot d'ordre de grève est lancé et disons que les enfants, les élèves sont à la maison, ils ne suivent plus l'école. Alors, quelles sont les mesures que prend le gouvernement pour justement par rapport à cette situation? Quelles sont les mesures? Ce que je voudrais dire par rapport à cette question est la chose suivante. Comme nous l'avons dit, il n'est pas normal. Il n'est pas normal que, au prétexte qu'on revendique l'amélioration des conditions de vie d'une certaine catégorie des acteurs de l'éducation, qu'on prenne en otage les élèves, les apprenants. Une année scolaire est découpée de façon à ce que les volumes horaires impartis, les volumes horaires qui doivent être exécutés, puissent être exécutés dans un délai de 6 à 7 mois, à un rythme susceptible de permettre aux apprenants une assimilation normale. Évidemment, vous êtes d'accord avec moi que cette perturbation qui engendre des journées sans travail, sans cours, perturbe durablement et profondément le déroulement de la vie scolaire. Ce que je peux vous dire, madame, c'est que dans les prochains jours, le gouvernement prendra des mesures. Ces mesures auront pour but de permettre à nos enfants, aux élèves de demain, de pouvoir de bénéficier de l'enseignement qui leur est dû conformément au programme en vigueur, et cela se fera dans des conditions sécuritaires
normale. Donc, je voudrais ici rassurer et les élèves et les parents d'élèves sur la volonté et la détermination du gouvernement à prendre toutes les mesures idoines pour que, au finish, ces perturbations n'apparaissent pas comme ayant eu un impact sensible sur le déroulement normal de l'année scolaire. D'accord. Monsieur le ministre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais d'abord rappeler que le droit de grève est une liberté consacrée, mais elle doit s'exercer conformément au cadre réglementaire. Et que la grève n'autorise pas des actes de violence, des agressions contre ses propres collègues. La grève n'autorise pas de se déplacer d'un établissement à un autre pour déguerpir de manière forcée les élèves. Des salles de classe. La grève n'autorise pas de s'attaquer aux emblèmes, comme cela a pu être observé. Et donc, nous voulons en appeler au sens de la retenue et de la responsabilité d'abord des meneurs et des instigateurs de ce mouvement qui n'ont pas un caractère véritablement légal, mais également des enseignants qui se livrent à ce genre de comportement sur le terrain. Deuxièmement, la préoccupation première du gouvernement, c'est de veiller à ce que les établissements scolaires, depuis les jardins d'enfants jusqu'au lycée, soient des lieux où les élèves apprennent, sont formés dans un climat de sérénité et de sécurité. Et donc, nous constatons que les actes qui sont posés, les événements qui sont créés par un certain nombre d'acteurs du monde de l'enseignement sont de nature à exposer les enfants à des risques inacceptables. Et donc, les dispositions, la préoccupation première, c'est de veiller à ce que les dispositions les plus appropriées soient prises, et elles seront prises, afin de préserver la sérénité et la sécurité dans les établissements scolaires. C'est la priorité. Deuxièmement, il y a une inquiétude légitime, une anxiété chez les élèves et chez les parents, et chez les autorités. Voir, comme je le disais tout à l'heure, un enseignant qui, au défi du bon sens, des règles pédagogiques et de la déontologie professionnelle, inciter les élèves à la violence en leur disant les cours sont censés avoir été faits. Moi, je comprendrais un enseignant consciencieux et responsable qui dit il est possible qu'en raison de la grève, à la fin de l'année scolaire, nous puissions ne pas pouvoir finir le programme. Ça, c'est du bon sens. Mais le reste, c'est de la provocation. Et donc, le gouvernement prendra les dispositions particulières pour assurer la régularité et la continuité des cours. Et pour faire en sorte qu'en aucun cas, les élèves aient ce sentiment qu'on pourrait les interroger au cours des contrôles, des examens et des concours sur des cours qui n'auraient pas été dispensés ou que l'année scolaire soit sacrifiée. La sécurité sera assurée, la sérénité sera préservée. Deuxièmement, les cours seront dispensés. D'une manière ou d'une autre, les dispositions seront prises à cet effet. L'année scolaire sera assurée et elle ne sera pas une année au rabais parce que le gouvernement entend prendre toutes les dispositions pour que ceux qui ont envie de travailler, travaillent et dispensent des cours. Maintenant, en tant que ministre de la fonction publique, je voulais aussi rappeler quelque chose. Entre l'État et les fonctionnaires, il y a un engagement contractuel. L'État a des obligations et des engagements vis-à-vis des fonctionnaires et réciproquement, l'agent public, le fonctionnaire, fût-il enseignant ou médecin, a également des devoirs. Ces devoirs impliquent bien entendu la présence sur le lieu du travail, mais également la délivrance de la prestation pour laquelle on a été recruté. Et c'est pourquoi nous allons ensemble au niveau du gouvernement renforcer toutes les dispositions et mesures de nature à ce que
notamment en milieu scolaire, les présences puissent être contrôlables et que certains dysfonctionnements et certaines informations qui nous parviennent et qui sont de nature à inquiéter certains enseignants. Je veux parler des conséquences d'une grève qui est les précomptes. Et bien entendu, cela sera respecté de manière systématique. Oui. Mais il n'est pas normal qu'un enseignant qui s'est présenté sur son lieu de travail, a travaillé convenablement toute la journée, puisse éventuellement, par une erreur de l'administration ou parce que certains auraient agi de manière insidieuse en mettant son nom sur les listes de ceux qui auraient grévé, induisant ainsi le gouvernement en erreur pour ne pas lui payer son salaire. Oui. Cela n'est pas normal et c'est pourquoi je disais, s'il y a des anomalies, nous allons examiner cela et corriger. Qu'aucun enseignant qui a travaillé convenablement n'ait de soucis, nous voulons les rassurer. Et en contrepartie, il faut prendre des mesures concrètes pour que la présence sur le lieu du travail puisse être contrôlable et que la fourniture de la prestation, notamment la dispensation des cours, les contrôles, les examens puissent également être assurés. Cela tient également à cœur le gouvernement. Et peut-être que les enseignants qui ne respectent pas ce mode de grève puissent travailler dans la sécurité sans avoir peur pour leur vie, peut-être. Bien entendu. Oui. La sécurité, c'est d'abord la sécurité de nos enfants et de nos élèves. Oui. Surtout parce que quand vous voyez dans la rue les enfants qui sont obligés. Oui. J'étais dans la rue, c'est des jeunes. Oui. Certains ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. C'est dangereux. Et à tout moment, un incident d'une gravité peut survenir. Et on l'a connu. Oui. En 2014, au rond-point de Simtogo, nous ne voulons pas que cela arrive. Mais la sécurité dans les établissements publics, c'est également la sécurité pour l'enseignant qui décide de ne pas faire grève et de vaquer librement à son occupation. D'accord, oui. Très rapidement. Oui, je voudrais, madame, revenir sur une question soulevée par le ministre de la fonction publique, c'est la question des précomptes. Oui. Je voudrais d'abord dire ici tout haut que précompter le salaire d'un fonctionnaire qui a fait la grève, ce n'est pas une décision comme ça que prend un ministre à la légère. C'est une disposition de la loi. Et dans un état de droit, la loi est faite pour être appliquée. Effectivement, sur cette question, il nous a été rapporté que dans certains établissements, des esprits malins ont contribué à inscrire sur la liste des grévistes des enseignants qui n'auraient pas observé la grève. Dans quelle intention eux seuls le savent. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, sur le terrain, nous avons des enseignants qui ne comprennent pas pourquoi ils sont précomptés alors qu'ils n'ont pas grévé. Alors je voudrais rassurer ces enseignants et leur dire que, alors, dans un premier temps, tous ceux qui ont été à l'origine de ces malversations seront démasqués. Nous avons déjà identifié certains établissements en cause. Même des enseignants, des personnes impliquées sont déjà identifiées. Nous allons poursuivre les enquêtes. Et je rassure nos enseignants, les collègues impliqués, que ces auteurs seront sévèrement punis. Maintenant, pour ces enseignants-là qui ont été précomptés à tort, je les rassure, toutes les dispositions seront prises pour qu'ils rentrent incessamment dans leurs droits. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mais avant de nous quitter, un dernier mot, monsieur le ministre de la fonction publique, pour peut-être rassurer et les élèves et les parents d'élèves durant cette situation-là. Cela va de soi. C'est pratiquement un sacerdoce de la part du gouvernement qu'il faut être à l'écoute du peuple, il faut être à l'écoute de la population. L'éducation, comme on le dit, tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Et
quels que soient les problèmes qui se posent, nous devons pouvoir y trouver des solutions à travers le dialogue et la concertation, mais avec des interlocuteurs identifiés. Et s'ils se prévalent de certains titres, ils doivent s'assurer de remplir les conditions de ces titres. Et donc, nous faisons un travail remarquable au niveau du cadre permanent de concertation. Nous avons un dialogue continu avec les centrales syndicales. Nous allons poursuivre ce travail pour que les préoccupations qui subsistent puissent trouver des solutions. En toute hypothèse, nous sommes en train d'évaluer la situation sur le terrain et nous allons prendre toutes les dispositions qui permettent de préserver, comme je l'ai dit, la sérénité et la sécurité de nos enfants, des élèves, des établissements, mais également des enseignants, et pour faire en sorte que les cours soient dispensés convenablement, que l'année scolaire soit assurée. Et donc, nous sommes certains que s'il y a une mobilisation générale, à savoir le gouvernement, les fédérations des syndicats, des enseignants, les centrales syndicales, les parents d'élèves et les enseignants, parce que l'immense majorité des enseignants sont au travail. Oui. Et il faut saluer le travail qu'ils sont en train d'accomplir. C'est des groupuscules qui, pour des raisons qui leur sont propres, décident d'agir de la manière dont ils le font. Cela est déplorable et regrettable, mais cela ne doit pas nous décourager de poursuivre avec l'ensemble des interlocuteurs du monde éducatif pour que la qualité de l'éducation togolaise soit préservée. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Professeur Tchakpile, un dernier mot. Oui, voyez-vous, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, mais vous savez que je suis d'abord avant tout un enseignant. Et un enseignant aime à répéter par souci pédagogique. Oui. Donc je voudrais absolument rassurer les enseignants, les élèves et les parents d'élèves. Je voudrais les rassurer que toutes les dispositions seront prises pour garantir à tous la sécurité nécessaire pour la poursuite des activités pédagogiques. Ceci afin que l'année scolaire aille jusqu'à son terme sans aucun problème. Je voudrais que nos élèves, les apprenants, soient totalement rassurés. Tous les cours seront donc intégralement assurés et tous les programmes seront intégralement exécutés. Ils ne seront jamais interrogés sur des parties de cours qui ne seront pas traités, ni en contrôle continu, ni au cours des examens de fin d'année. Je voudrais, pour finir, inviter tous les enseignants, tous les élèves à vaquer à leurs occupations. Je voudrais leur demander de s'abstenir à tout acte susceptible de troubler le déroulement normal des activités pédagogiques et à la majorité des enseignants qui, au cours de ces périodes, ont malgré tout, au cours de ces périodes difficiles, ont malgré tout assuré leur cours, je voudrais les remercier et leur dire combien, moi, ministre en charge du secteur, je le respecte. Merci beaucoup, professeur Tchakpile. Je rappelle que vous êtes ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Merci également à vous, monsieur le ministre de la fonction publique et du travail et de la réforme administrative. Ces membres du gouvernement étant donc sur ce plateau pour nous donner encore d'autres informations et plus d'informations justement sur le mot d'ordre de grève, la situation qui prévaut ces derniers jours dans le secteur éducatif. Et voilà, c'est sur cet entretien que se referme cette édition quelque peu longue, l'actualité oblige. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Sousoupo pour la dernière édition du journal. Au revoir.